Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast des meilleurs artisans de France, le podcast RMC fait avec les artisans et pour les artisans. Cette année, RMC a décidé d'aller à leur rencontre et donc à votre rencontre grâce à ce podcast qui parcourt les régions. Aujourd'hui, nous faisons étape à Meaux, à l'agence Kiloutou TP qui nous accueille et nous allons aborder le sujet de la formation et de l'apprentissage dans l'artisanat. Fin 2023, on comptait en France, selon le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, plus de 1 million d'apprentis sous contrat, tous secteurs confondus. Alors derrière cette statistique impressionnante, il est légitime de se demander si la filière de l'artisanat a toujours la cote en 2025 et comment l'avenir se profile pour les métiers du bâtiment. Pour parler de cette thématique, j'ai le plaisir de recevoir autour de l'établi deux invités qui maîtrisent parfaitement le sujet. Il s'agit de Romuald Carré, directeur de la CMA Formation Pays de Meaux, et de Paul Villaume, compagnon du Tour de France menuisier. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu d'où vous venez, votre parcours, pour que les auditeurs sachent un petit peu à qui ils ont affaire. Et puis après, du coup, on va pouvoir un peu discuter de la formation et de l'apprentissage, qui sont quand même des thèmes que vous connaissez bien, j'imagine. Est-ce que Paul, on commence par toi ? Pas de problème. Alors, du coup, je suis Paul. Je suis compagnon menuisier chez les compagnons du Tour de France. J'ai 29 ans et je suis actuellement artisan à mon compte, ancien formateur dans un centre de formation des compagnons du Tour de France. Et voilà, en ce moment, je m'éclate à fabriquer des menuiseries justement pour une restauration de ferme, d'un ancien corps de ferme en tout cas. Et voilà. C'est super. Ça marche. Alors Romuald, est-ce que toi, tu es artisan aussi ? Alors non, pas du tout. Je baigne dans l'artisanat depuis maintenant 35 ans. Je fête ma 35e rentrée au sein de la Chambre des métiers et de l'artisanat, donc maintenant d'Île-de-France, depuis 2021. Et donc je pilote l'un des établissements de cette chambre régionale, ici à Meaux, établissement qui forme 1150 apprentis pour cette année. Donc les apprentis, l'apprentissage, la formation professionnelle sont mon quotidien depuis maintenant à peu près 35 ans. Alors, est-ce que vous avez une spécialité de formation, des secteurs particuliers ou c'est vraiment tout métier confondu ? Non, c'est tout métier confondu. On a 5 pôles métiers sur cet établissement avec un pôle assez conséquent des métiers de l'alimentation, boulangerie, pâtisserie, boucherie, une filière électricité, électrotechnique, une filière de maintenance de véhicules automobiles, une filière beauté constituée des métiers de la coiffure et de l'esthétique et une filière commerce. D'accord. Donc un panel de métiers assez conséquent avec 1150 jeunes salariés, apprentis qui sont sur ces métiers, une cinquantaine d'enseignants et une vingtaine d'administratifs pour piloter cette belle structure. Avec des beaux locaux, il paraît. Magnifiques locaux, oui. Nous avons énormément de chance et on vous y invite dès que vous voulez. Eh ben, avec plaisir. Alors du coup, vous avez tous les deux des parcours un peu particuliers, bien différents, c'est ça qui va être intéressant dans cet échange-là. Est-ce que du coup, de votre ressenti, de votre expérience au fil des années, vous voyez qu'il y a un lien entre l'image de l'artisanat auprès du grand public et peut-être l'attractivité que ça suscite, que certains métiers suscitent ? Romuald. Alors oui, moi je me souviens, on va remonter aux années 1989, lors de mes premières semaines au sein de la Chambre de métier, j'avais participé à une réunion au Conseil régional d'Île-de-France qui avait cette compétence à l'époque, et où déjà on était sur comment valoriser l'image de l'artisanat auprès du jeune public. Parce qu'on était encore dans les caricatures où tes passages à l'école, tu vas aller en apprentissage. Oui. Aujourd'hui, l'apprentissage est vraiment une valeur ajoutée et une voie d'excellence. C'est pas simplement que des mots. J'ai tout l'exemple, et on fera des exemples tous les jours et on pourra développer un peu plus tard, de magnifiques parcours. J'ai la chance, c'est ma 35e année, de travailler aujourd'hui avec des artisans, des chefs d'entreprise, voire de plusieurs entreprises qui sont de mes anciens apprentis. J'ai la moitié de mes enseignants sur le domaine professionnel qui sont également de mes anciens apprentis. Donc, j'ai tous les jours des exemples de parcours qui mettent à l'honneur l'investissement, le professionnalisme et les compétences de l'apprentissage. Alors, toi, du coup, Paul, qu'est-ce qui t'a intéressé quand tu t'es dit « Allez, je vais faire artisan » ? Est-ce que c'était ton premier choix, la menuiserie ? Est-ce que tu as un petit peu hésité ? Qu'est-ce qui t'a poussé à ça ? Alors, je dirais que c'est tout d'abord mes parents en fait qui m'ont un peu poussé à ça au démarrage, puisque ma mère elle est dans le monde de la tapisserie et donc du coup plus manuel que mon père. Donc effectivement sorti du collège, j'ai fait 1 an de lycée et on avait la chance en fait d'avoir le centre de formation de Saint-Thibault-les-Vignes qui était pas loin de chez moi. Mais en réalité, là où je ne suis pas forcément d'accord avec toi, Manuel, c'est que finalement, on avait la chance qu'il y ait le centre de formation juste à côté de chez nous, mais moi, j'en avais jamais entendu parler alors que c'était à littéralement 5 minutes. Donc, du coup, c'était
encore quelque chose d'un peu niche. Enfin voilà, je parle de ça, c'était en 2012, 2013. Donc du coup, en fait, c'était pas assez, développer le marketing autour de l'apprentissage. Mais bon, et à la fin, finalement, je suis parti en menuiserie parce que du coup, ça a été après une petite série d'essais en fait en maçonnerie, plomberie, couverture, charpente et menuiserie que du coup, mon choix s'est porté sur la menuiserie, un peu poussé par ma mère puisque finalement, elle, c'était sa revanche sur la vie parce qu'elle voulait justement faire menuisière dans sa jeunesse. Mais à l'époque, c'était un environnement plus masculin. Mais heureusement, aujourd'hui, ça s'est ouvert complètement à tout le monde. Il n'y a pas de choix de si t'es une fille ou un garçon, donc ça, c'est super. Et donc, effectivement, j'ai fait mon parcours normal, je dirais CAP en 2 ans en alternance et un brevet professionnel également pour après partir sur le Tour de France. Mais c'est vrai que l'image de l'artisanat compte beaucoup auprès des apprentis, des gens qui vont faire la formation. Oui. Mais comme tu le dis, finalement, les parents sont aussi un peu prescripteurs. Hein. C'est clair. C'est-à-dire que est-ce qu'on a envie que notre fils, notre fille soit artisan ? À l'époque, c'était peut-être un petit peu plus compliqué, c'était peut-être mal vu, c'était le cancre de l'école, mais maintenant, c'est un petit peu plus valorisé. Et puis, c'est vrai que des fois, l'image aussi sur les réseaux sociaux d'artisans qui partagent leur métier. On a vu la restauration de Notre-Dame avec le travail des sculpteurs, des charpentiers, etc. On a vu que c'était du travail artisan, c'est artiste aussi. Hein, et ça a bien aidé, je pense, à valoriser un petit peu l'attractivité des pays. Alors, on ne sait pas si ça fera comme les JO, où quand on gagne une grande compétition, il y a certaines filières sportives qui ont plein d'adhérents l'année d'après. Peut-être que justement le travail de Notre-Dame va susciter plein de vocations pour les charpentiers. On verra ça dans les années à venir. Alors, partons du principe qu'on n'y connaît rien en artisanat, en apprentissage. Romuald, est-ce que le principe de l'apprentissage, il est identique en France selon les différents organismes ? On l'a vu, Paul, il vient des Compagnons du Tour de France. Toi, tu diriges un CFA. Est-ce que l'apprentissage, partout où on le fait, en quelques mots, c'est toujours le même principe, le même fonctionnement ? Alors, sur le fonctionnement et la mise en œuvre, non, certainement pas. Il y a des modèles différents. Par contre, la philosophie de l'apprentissage, ça reste bien un partenariat étroit avec l'entreprise, puisqu'il y a, on pourrait considérer des savoirs théoriques qui s'acquièrent dans des organismes de formation, mais après, à l'instar du parcours de Paul sur le Tour de France, il y a des compétences qui s'acquièrent au sein de l'entreprise, donc sur les métiers du BTP, sur des chantiers, sur différents types de production. C'est vraiment un partenariat et un exercice de co-formation qui est organisé. Oui, parce qu'on le rappelle, l'apprentissage, c'est que dans l'idée, l'élève, l'apprenant va aller en organisme de formation, puis après va aller en entreprise pour mettre à profit ses savoirs, en apprendre d'autres, et ainsi de suite, faire ses allers-retours assez réguliers. Alors du coup, en proportion, Paul, toi, c'est de ce que tu avais vécu, c'était quoi ton rythme partagé entre l'entreprise et l'organisme où tu étais ? De ce que j'ai vécu et de ce qui se fait encore à l'heure actuelle, c'est 4 semaines d'entreprise et 2 semaines au centre de formation. Donc du coup, au centre de formation, c'est là où on peut s'exercer, faire les erreurs, qui vont justement nous faire apprendre. On apprend beaucoup plus de nos erreurs que de nos réussites. Et en revanche, à l'entreprise, on demande une petite rentabilité. Justement, on met en pratique ce qu'on peut avoir appris à l'école, mais c'est surtout en fait comprendre en fait cette notion de rentabilité, savoir bien se lever à l'heure le matin, parce que voilà, on n'est pas garant, mais le patron en fait tient à ce qu'on soit là bien à l'heure, parce que du coup il compte sur nous, il compte sur notre engagement, sur la discipline et l'exemplarité. Et donc du coup ça, c'est pas forcément ce qu'on apprend toujours au centre de formation, donc les deux sont complémentaires sur pas mal de points. D'accord, ça marche. Alors Romuald, un futur apprenti, un apprenti à devenir, qui voudrait se lancer dans un métier artisanal, quelle est la marche à suivre pour débuter ce parcours-là ? Est-ce que déjà il y a des prérequis ? Est-ce qu'il y a des limites d'âge ? Est-ce qu'il y a des connaissances, des diplômes particuliers à avoir ? Alors oui, administrativement, il y a des prérequis, mais je crois que le premier prérequis, c'est que le jeune trouve sa voie et soit passionné par le choix qu'il va faire. Au risque, sinon, de s'engager parce que les parents pensent que, etc., les copains pensent que, de s'engager sur une voie d'un métier qui ne lui plaise pas et qui conduisent ensuite à des ruptures de contrat, des ruptures de formation, et c'est toujours préjudiciable pour aussi bien le domaine de l'entreprise qui l'a recruté que pour l'organisme de formation, et au premier plan par le jeune lui-même. Donc c'est avant tout d'être passionné par son métier. S'il a cette passion, il saura en aborder, parce que n'oublions pas, ce petit jeune de 15 ans ou 16 ans qui va rentrer en formation professionnelle, c'est encore un ado.
et il va être confronté directement, immédiatement, à ce qui peut être rude. C'est le côté de la vie en entreprise, Paul le rappelait, la logique de production, l'engagement, se lever tôt le matin, il n'y a plus de vacances scolaires, ce sont des salariés d'entreprise. Donc c'est vraiment une rupture complète avec le système éducatif traditionnel dans notre pays. Donc il faut avoir et être animé par cette passion pour se donner la force et tous les jours relever les défis de cette formation professionnelle. Ouais. Et comme tu le disais, ils deviennent des salariés, donc ils sont traités un peu comme tels. Et du coup, est-ce qu'ils ont une rémunération pendant leur apprentissage ? C'est avant tout à l'heure. Alors, on a banni. J'ai pas d'élèves moi dans mon établissement. Je n'ai que des salariés d'entreprise qui sont titulaires. C'est un véritable contrat de travail, un contrat d'apprentissage, et qui bénéficient d'une rémunération, qui sont gérés par le code du travail, au même titre que n'importe quel salarié qui suit une formation. D'accord. Et toi, tu étais rémunéré du coup pendant ta formation ou ça a commencé un peu plus tard, pas forcément dès le début ? Non, directement. Une fois que j'ai eu mon contrat d'apprentissage, du coup pour le certificat d'aptitude, j'étais rémunéré à hauteur de, je vais peut-être dire une bêtise, mais en tout cas, par rapport au SMIC, en fait, on obtient déjà un petit pourcentage, enfin un bon pourcentage même, parce que finalement, je suis arrivé à 16 ans, 16 ans au centre de formation et dans ma bande de copains qui étaient restés au lycée, j'étais le premier à avoir un salaire et qui pouvait justement, on va dire, m'offrir des choses que les autres devaient attendre que leurs parents leur donnent l'argent de poche. Donc ça, c'est un petit avantage, entre guillemets, et en fait, c'est ni plus ni moins que on travaille, on a quelque chose à l'arrivée, c'est tout à fait normal. Mais bon, comme tu disais justement, il faut être motivé par ça. Alors, ce qui est bien, c'est que en fait, la motivation, faut être motivé. On ne sait pas forcément pourquoi dès le départ, mais après, moi, j'ai découvert la menuiserie après comme une passion. En fait, au démarrage, c'était un essai. Ça m'a plu de savoir fabriquer des choses, et à la fin, en fait, je me suis rendu compte que c'était tout un univers. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut abandonner, mais il faut se donner les moyens de le faire à 100% pour ne pas avoir de regrets. Alors par contre, toi, tu as un parcours un peu particulier dans le cadre de ton Tour de France. Oui. C'est qu'en tant que compagnon, du coup, tu étais peut-être au tout début proche de ta maison, mais après, tu as fait pas mal de villes de France. Du coup, tu étais quoi ? Nourri, blanchi. C'est vraiment un peu spécifique comme méthode d'apprentissage, le fait de se couper un petit peu d'où on vient et puis de rentrer dans le moule d'une organisation, d'un système. Ça, c'était pas trop compliqué pour toi quand tu étais jeune ? Sur le Tour de France ? Ouais. On va dire que j'ai fait un cursus plus ou moins normal. En tout cas, mon CAP et mon BP se sont déroulés du coup, pas loin de chez mes parents. Et après, j'ai pas voulu justement aller directement dans le monde du salariat sans être accompagné. Et c'est pour ça que le Tour de France était totalement ce que je voulais en réalité, puisque finalement, c'était un accompagnement du début jusqu'à la fin. Donc du coup, le Tour de France, c'est un parcours typique entre 5 et 7 ans. Et on est tout le temps accompagné par justement des compagnons, des personnels qui justement veillent sur toi, t'accompagnent, exactement, nous soutiennent, te chaperonnent un peu. Voilà, ça a pas été évident, on va dire, les 2 premiers jours, mais après en fait on se retrouve avec une petite équipe de 30 personnes, 30 jeunes de mon âge entre guillemets, qui sont ta nouvelle famille, qui sont un peu voilà, c'est un lien fraternel après qui se fait parce qu'on rencontre les mêmes difficultés, enfin voilà quoi. Donc du coup j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là, et ce cursus là il a été voilà, où j'en suis à l'heure actuelle. Tu ne regrettes rien. Non, je ne regrette rien. C'était une très belle aventure. Alors, Romuald, c'est vrai que quand on parle d'un apprenti, on s'attend à voir quelqu'un qui a 15-16 ans, qui débute sa vie, qui se cherche peut-être un petit peu, mais de plus en plus, surtout suite après le Covid, il y a eu des gens qui se sont mis en question alors que ça faisait 20 ans qu'ils étaient dans la même carrière. Est-ce que c'est possible de devenir apprenti quand on a 30, 40 ans et qu'on veut changer de voie ? Alors, très juste, c'est plus les considérations d'apprentis, et vous avez raison, passer le Covid, on a, et peut-être un fait de société aussi, on a beaucoup maintenant des personnes qui sont en reconversion. Alors, titulaire, j'ai des exemples multiples. Le dernier en date, c'était un steward qui, arrivé à 46 ans, a réalisé en fait le rêve qu'il avait toujours eu, c'était de devenir boucher et de monter son entreprise. Et donc, on a adapté nos parcours de formation pour proposer à ces publics, alors qui étaient, on peut l'imaginer, titulaires même de diplômes supérieurs à celui qu'ils prétendaient. Et on a adapté nos schémas de formation pour les qualifier professionnellement sur le geste technique et les accompagner
ensuite avec la Chambre des métiers sur la création, la reprise ou le développement d'une entreprise artisanale. Mais ça sera toujours sous la forme d'un partenariat avec une entreprise, Oui, petit peu à l'organisme de formation, c'est un tout petit peu etc. différent de... Là, ils sont sous forme de stage, parce que ça, derrière, il y a une partie financière d'accompagnement, c'est une forme de stage. Mais il y a un gros soutien des chambres de métiers qui est apporté à ce type de public en reconversion et qui permet, je dirais, à n'importe quel âge aujourd'hui de pouvoir rentrer. L'apprentissage, c'est jusqu'à 30 ans. Mais ensuite, on a tout un tas de parcours sur de la formation longue, de la formation continue qui permettent à des personnes, je dirais, plus adultes, plus matures, de s'engager sur des parcours professionnalisants. D'accord, ça marche. Alors, de votre ressenti à vous deux, ou peut-être même toi, de ta propre expérience, quelle était la motivation pour se lancer dans l'apprentissage ? Pourquoi est-ce qu'on va choisir une filière apprentissage plus qu'une filière générale ? Alors évidemment, des fois, quand il y a le passé de la famille ou quand on est, je sais pas, bouché de père en fils depuis 3 générations ou que voilà, on a un projet professionnel bien spécifique, qu'est-ce qui pousse les gens à se diriger vers l'apprentissage et pourquoi en général ils y restent ? C'est quoi leur motivation première ? C'est l'indépendance, c'est le fait d'avoir un travail manuel Le fait d'aller dans l'apprentissage, je rejoins ce que Emmanuel disait, c'est qu'en tout cas, à tout âge, on peut très bien le faire. Et moi, j'ai eu des apprentis qui avaient la quarantaine, même le plus ancien que j'avais, il avait 60 ans, il arrivait à la retraite et il avait des points justement de formation accumulés. Et en fait, le fait de venir en tout cas dans le centre de formation, c'était justement parce que nous, on avait les compétences, en tout cas pour lui faire apprendre d'une manière moins scolaire et plutôt pratique, en tout cas au sein du centre de formation, tout ce qu'il voulait découvrir. Donc du coup, la menuiserie, il a pu voir justement le côté théorique, pratique, tout ça en 1 an pour avoir son certificat d'aptitude et après pouvoir continuer. Il a continué après ça à l'école Boulle pour pouvoir justement apprendre la marqueterie, enfin tout ça. Non, mais en fait, c'est que l'apprentissage et les métiers du bâtiment en général, c'est une des rares activités où on peut peut-être déjà être manuel. On peut toucher de la matière, toucher de l'outil, pratiquer une technique, quoi. Oui. Et ça, peut-être qu'aussi, il y a un sens qui s'exacerbe un petit peu sur cette attractivité-là, de retrouver un petit peu du sens dans son travail. On a vu beaucoup de bore-out, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais les gens qui s'ennuient dans leur travail, qui ne trouvent pas de sens. Et peut-être aussi le fait de pouvoir toucher de la matière, de faire un travail avec quelque chose de concret, de physique à la fin. Peut-être que ça correspond aussi à beaucoup d'attentes actuellement de gens. Ça rejoint la thématique du tout début de cette émission où effectivement on a plus des jeunes qui se dirigent par défaut ou par manque de résultats scolaires vers ces filières de la formation professionnelle. C'est vraiment des choix de vie, des choix de métier, de jeunes gens, on va parler comme ça, qui ne s'imaginent pas ou ne s'illustrent pas, s'interrogent en tout cas sur ce qu'ils font assis à l'école toute la journée et ne se donnent pas cette perspective. Alors que là, se lancer dans un métier, c'est quelque chose de beaucoup plus concret. Il y a effectivement l'échange avec la matière et sur l'ensemble des métiers, en complément de ceux des métiers du bâtiment, il y a cet échange avec la matière, de faire quelque chose de concret et d'avoir un but plus que de se lancer une perspective de 5, 6, 7, 8 ans d'études. Voilà, Paul le soulignait tout à l'heure, il y a l'attrait, ces jeunes gens de 15-16 ans qui touchent leur premier salaire, qui correspond à différents pourcentages du SMIC actuel, au regard de leurs copains qui sont au lycée, qui eux ont encore peut-être l'argent de poche de papa, maman, ont des moyens plus conséquents et derrière aussi avec des projets de vie. Alors ça a été avec la copine, l'appartement, la voiture, etc. Et ça contribue également à s'épanouir. À s'épanouir. Très bien. Alors, on va parler maintenant un petit peu du point de vue de l'entreprise, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'apprentis, s'il n'y a pas d'entreprise qui les accueille, qui les forme. Romuald, si on est une entreprise et qu'on souhaite accueillir un apprenti, est-ce qu'il y a des contraintes particulières, peut-être qui sont très connues, ne serait-ce que sur les locaux, une entreprise notamment où il n'y a pas encore de salariés, est-ce qu'il y a des choses particulières à mettre en place, des vestiaires, un accueil particulier, du temps spécifique à consacrer? C'est quoi les contraintes? Alors, on le redira jamais assez, le jeune apprenti est un salarié à part entière. Donc toutes les règles qui s'observent pour la gestion d'un salarié dans l'entreprise s'observent également donc pour un apprenti en termes de sécurité, en termes de les équipements de protection individuelle, les mutuelles, etc. Tout ce qui conditionne aujourd'hui la vie d'un salarié et l'accompagnement de son contrat de travail s'applique de fait aux apprentis. Ensuite, ce qu'il ne faut, du point de vue de l'entreprise, il faut bien considérer, je le disais tout à l'heure, que c'est vraiment une formation tripartie.
l'entreprise, le centre de formation et le jeune qui est au milieu. Et ça reste un investissement. C'est pas simplement, les caricatures pourraient dire, c'est une main-d'œuvre bon marché et une exploitation de ces jeunes. Pas du tout. C'est véritablement pour l'entreprise un investissement En temps aussi, passé, accepté également que l'apprenti, Paul l'expliquait tout à l'heure, se trompe. Et ça peut arriver sur un chantier. Et justement, le maître d'apprentissage qui accompagne son apprenti est là pour corriger le geste ou la technique appropriée. Donc, c'est véritablement un investissement de l'entreprise, c'est un choix, et qui n'est pas forcément un choix qu'économique. C'est vraiment une volonté de faire perdurer aussi un geste professionnel, une technique, un savoir-faire. Donner l'exemple de Notre-Dame tout à l'heure, c'est plus à démontrer sur l'artisanat en France, où on a un véritable savoir-faire dans une multitude de métiers, et il y a cet engouement de la part des entreprises de faire perdurer également. Et puis peut-être d'avoir des salariés en devenir qui seront formés à leur image, à leur métier, à leur méthode, etc. C'est ce qu'on se vertue un petit peu à faire, en tout cas dans le compagnonnage, puisque finalement c'est surtout un jeu de retransmission du savoir-faire dans les règles de l'art, on va dire les techniques des anciens, comme on peut dire. On essaye encore de les maintenir, même si on va dire le monde change et des technologies arrivent, donc du coup on est obligé de s'adapter, mais on a toujours cette petite part en fait de retransmission de la manière de faire, parce que finalement on démarre d'un morceau de bois. Et du coup, si on n'arrive pas à analyser un morceau de bois correctement et qu'on va pour fabriquer ne serait-ce qu'une porte et qu'on utilise des morceaux de bois pas faits pour, et ben du coup, ça va pas bien travailler dans le temps. Donc du coup, cette retransmission, comme on disait, en fait, il faut de la pédagogie, il faut prendre le temps, il faut essayer de changer son discours en fonction de la personne aussi. Il y en a qui vont avoir un peu plus de mal à entendre, entre guillemets, des paroles douces. Donc du coup, il va falloir être un peu rude, ou à l'inverse, va falloir justement être sympathique. C'est du sur-mesure. Voilà, sur du sur-mesure, voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que le Tour de France, c'est un peu, comme tu disais, les entreprises, entre guillemets, doivent jouer le jeu pour continuer à avoir des bons ouvriers demain, des bons artisans. Parce que sinon, on n'aura que de la main-d'œuvre qui, justement, suit les ordres de quelqu'un, mais qui ne réfléchit pas forcément. Alors, justement, toi, tu as eu plusieurs entreprises, tu nous l'as expliqué dans ton cursus de formation. Comment tu décrirais un petit peu la relation que tu avais avec tes maîtres d'apprentissage? Tu en as eu du coup plusieurs, j'imagine. Parce que tout à l'heure, quand tu nous expliquais un petit peu ton compagnonnage, tu disais que c'était un petit peu comme une famille avec laquelle tu vivais un peu H24. Est-ce que du coup, le maître d'apprentissage, ça devient un peu une figure paternelle? Est-ce que ça va au-delà du travail juste? C'est quoi la relation maître d'apprentissage-apprenti? Est-ce que ça a évolué avec les années aussi? Alors, mon maître d'apprentissage, c'était pas forcément, entre guillemets, quelqu'un qui faisait partie de mon entreprise. Donc, du coup, mon chef d'atelier ou mon patron, là, c'était vraiment relation employé-patron ou chef d'atelier. C'était plutôt durant justement les cours du soir ou les cours de soutien du samedi que là, j'avais en fait cette figure, entre guillemets, fraternelle, paternelle. C'était un compagnon qui justement me donnait des cours, me dispensait des cours et m'apprenait en fait... pour moi, la menuiserie en long, en large et en travers. Et donc, du coup, ce rapport-là, il a été super bénéfique parce que, en fait, chaque année, je change de ville et du coup, je change aussi de personnes, de référents, en tout cas, de compagnons itinérants. Et du coup, ça change et ça me permet aussi de m'adapter à quelqu'un de nouveau. Et en fait, y en a qui vont avoir une manière d'expliquer, on va dire, très solennelle ou pédagogiquement parlant, ça va être carré, ou sinon il y en a qui vont dire un peu plus drastiquement comment il faut faire quelque chose et on va essayer de l'appliquer et en fait on va se rendre compte que ce qu'il disait c'était super logique. Donc mon rapport a été, on va dire, très bon entre guillemets dans la mesure où j'ai toujours changé en fait d'interlocuteur et du coup j'ai appris de beaucoup de personnes, ce qui font de moi la personne que je suis à l'heure actuelle. Est-ce que Romuald, apprendre, t'es bien placé pour le savoir? Ça s'apprend des fois aussi. Apprendre, c'est un métier. Est-ce que du coup, quand vous avez des entreprises qui accueillent des apprentis, il y a un suivi des entreprises, un accompagnement, des conseils qui sont prodigués par les organismes de formation? Oui, aujourd'hui, et fort heureusement, je dirais, les pouvoirs publics ont instauré tout un cheminement de contrôle également et de certification pour les organismes de formation.
parce qu'on doit être garant également et de l'accompagnement sur la partie théorique qui pourrait être fait dans les CFA, puisqu'on reste quand même sur des diplômes de l'éducation nationale, avec des codes très précis, mais également sur l'accompagnement qui est fait au sein de l'entreprise. On a, répondant donc à ces référentiels métiers pour les diplômes de l'éducation nationale, il y a des programmes et des activités très précises qui visent à l'acquisition de compétences. Et donc, il appartient également aux organismes de formation, en corrélation avec l'entreprise, de mettre en place des activités qui contribuent à l'acquisition de ces compétences. On n'est pas là pour contrôler l'entreprise, attention, il faut bien faire la différence, mais on est vraiment dans l'accompagnement et dans l'exercice de co-formation pour l'acquisition de ces compétences. Et alors, de ton point de vue, parce que tu vois passer beaucoup de contrats d'apprentissage tout au long des années dans plein de filières particulières, évidemment, souvent ça se passe bien, parfois ça peut mal se passer. C'est pour ça aussi qu'il y a des apprentis qui, en cours de cursus, vont changer soit de filière métier, soit d'entreprise. De ta propre expérience, qu'est-ce qui fait que souvent ça marche bien et qu'est-ce qui fait que parfois ça peut ne pas coller? Pour ce qui marche bien, je donne toujours un naturel optimiste, je vais partir là-dessus, je vais reprendre une thématique qu'on évoquait un peu plus tôt, sur si le jeune est passionné par son métier, cette passion, il va l'exploiter et la démontrer au travers de son savoir-être et de son savoir-faire, y compris au sein de l'entreprise. Et donc, c'est quelque chose que l'artisan, le maître d'apprentissage, va identifier et capter tout de suite. Et donc, s'investir et accepter à ce moment-là l'accompagnement. Ensuite, là où ça peut effectivement conduire à une rupture de contrat, c'est tout simplement la vie d'un salarié. Il y a un salarié qui, la thématique de l'entreprise ou l'accompagnement qui est proposé ne lui convient pas. La relation humaine peut ne pas convenir également et qui peuvent provoquer cette rupture de contrat. Mais c'est pas forcément une fin en soi. C'est pas forcément une fin en soi. Ça. Tout à fait. Donc aujourd'hui, nous, en tout cas au niveau de la Chambre régionale d'Île-de-France et dans beaucoup d'organismes de formation, on a mis en place des process qui nous permettent d'accompagner un jeune qui subit une rupture de contrat. Ça ne doit pas être un échec. On doit être là pour l'accompagner, l'aider à se relever par rapport à cela. Ça peut être aussi parce que les parents imaginaient que il serait mécanicien et que c'était bien parce que papa était mécanicien, mais qu'en fait le jeune, la mécanique, il n'aime pas du tout. Et que lui, mais sa passion... c'est bien de le dire pendant le cursus, mais bien de sûr. trouver des solutions. Et donc, pour arriver on a aujourd'hui des services qui nous permettent d'accompagner et de réorienter, de remettre à cheval ces jeunes sur réellement ce qui leur plaît de faire. Et ça nourrit encore une fois vraiment de très beaux projets de formation derrière. Alors, c'est vrai qu'on a toujours un petit peu les mêmes images de métiers en termes d'apprentissage, mais est-ce qu'il y a des nouvelles formations qui s'ouvrent, des nouveaux métiers par exemple, il peut y avoir des nouveaux métiers qui sont à la mode, en vogue. Est-ce qu'il y a des nouvelles formations qui s'ouvrent régulièrement pour répondre à de nouvelles demandes ? Alors oui, il y a des nouveaux métiers, mais il ne faut pas occulter aussi les évolutions technologiques dans les métiers. Je vais en citer deux exemples pour ce qui est moi sur mon champ d'intervention. Vous prenez les métiers de la maintenance automobile. Aujourd'hui, quand vous changez un pare-choc, il faut recalibrer le radar de recul, il faut recalibrer les caméras de recul. On n'est plus simplement sur je dévisse de boulons et je remonte un pare-choc neuf et je revisse les boulons. Il y a toutes de nouvelles technologies qu'accompagnent le geste professionnel que le technicien doit être capable. Sur les métiers de l'électricité, si on reste à la thématique du bâtiment, vous avez toute la partie domotique. Vous savez, où vous allez piloter avec votre smartphone, que la lumière s'allume dans le salon, bientôt que ça promène le chien tout seul, etc. Voilà, il y a tout cet aspect évolution technologique et sur l'ensemble des métiers qui font que on doit rester à la pointe de ces technologies et donc qui impactent la formation professionnelle de ces jeunes. Bien sûr. De ta propre expérience, du coup, Paul, est-ce que toi, tu trouvais que ce qu'on t'apprenait en formation, c'était toujours en adéquation avec ce que le patron attendait que tu saches déjà ? Pas toujours, mais en tout cas, on apprend la base, c'est-à-dire simplement bien tenir son crayon, c'est bizarrement dit, mais en fait, savoir tracer, bien mesurer, savoir lire en millimètres, par exemple, dans mon métier, convertir centimètres, millimètres, ce genre de choses, c'est pas toujours évident. Donc, on va dire que ça, c'est ce qu'on apprenait autant au centre de formation que chez le patron. Mais pas toujours, parce que finalement, ce qui est bien au centre de formation, c'est qu'on voit la menuiserie, entre guillemets, dans son ensemble, tandis que chez le patron, on va faire quelque chose, par exemple, du montage de caissons, en tout cas en mélaminé. Ça peut arriver qu'on fasse que de ça, puisque du coup, c'est l'entreprise qui s'est dédiée à ça, à 100%. Et au moins, c'est là que c'est complémentaire, entre guillemets, le centre de formation et le patron. Donc, du coup, voilà, il y a des charpentiers qui vont faire des murs ossature bois dans leur entreprise, tandis qu'au centre de formation, ils vont fabriquer des fermes, ils vont comprendre la logique des charpentes avec des nous, des arrêtiers, ce genre de choses. Donc,
au moins, ça permet d'avoir plus d'une corde à son arc. Et ensuite, moi, je dis souvent, changer d'entreprise pour en fait parfaire un petit peu, enfin, parfaire, en tout cas, apprendre le plus de choses possibles, ne pas rester dans sa zone de confort. Parce qu'en réalité, c'est là où en fait on va devenir un meilleur ouvrier, un meilleur artisan. Oui, puis l'idée c'est de se dire que peut-être que le métier, l'entreprise, les chantiers vont évoluer, Oui. et donc il faut toujours savoir se préparer. Et d'ailleurs, Romuald, c'est vrai qu'on parle de l'apprentissage parce que c'est la formation un petit peu initiale, mais quelqu'un qui est dans son métier depuis 10, 15, 20 ans et qui veut se perfectionner, justement s'ouvrir à des nouvelles possibilités, est-ce que vous proposez des formations pour des gens qui sont déjà en entreprise, en sachant que voilà, l'artisan qui a son compte, il ne peut pas s'arrêter de travailler 6 mois d'un coup. Oui. Comment ça se passe? C'est le rôle également des chambres consulaires et de la chambre de métier, en tout cas pour ce qui est de la chambre régionale d'Île-de-France, c'est qu'on accompagne également sur la formation. Alors il y a la formation dite longue, formation continue, mais il y a la formation courte sur des stages courts, ça peut être des stages très techniques, sur un nouveau matériel, une nouvelle technologie qui est apparue, et y compris sur de l'administratif. Hein. Un artisan, c'est certes c'est un chef d'entreprise donc qui a des chantiers, une mise en œuvre, des compétences professionnelles à mettre en place, mais c'est aussi ça doit être également un administratif qui sait gérer ses comptes, qui sait gérer un devis, etc. Et donc tout ça également, les chambres de métier accompagnent sur des formations courtes, c'est l'acquisition de ces compétences. Et puis même pour ses salariés, j'imagine. Bien sûr. Un salarié qui veut changer de voie ou se perfectionner dans un domaine, il va pouvoir prendre la tâche avec le CFA, les compagnons. Les compagnons aussi proposent ce type de formation ponctuelle, courte durée? Oui, enfin, on essaye justement de se développer dans ce sens-là, parce que finalement, on rentre dans un nouvel ère, et donc du coup, faire toujours la même chose tout le temps, on se rend compte que du coup, on n'attire plus forcément un public large. Donc en réalité, justement, on a des formations pour des entreprises, par exemple. Il y a des entreprises qui sont données, il y a des cours qui sont donnés pour des entreprises pour la pose de fenêtres d'une manière normée, comme ça au moins on peut justement être aux normes par rapport à toutes les lois qu'il y a. Toute la réglementation. Et on peut aussi faire des choses plus spécifiques, comme une entreprise qui veut apprendre à faire justement des escaliers quart tournants parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ils ne comprennent pas forcément comment ça marche. Et bien justement, on peut dispenser des cours de genre-là. Donc, oui, parce que tous les métiers évoluent, même si on prend le menuisier, on se dit que c'est un métier qui n'a pas tellement bougé, c'est toujours les mêmes ouvrages. En fait, non, les matériaux évoluent, et puis même maintenant l'apparition du numérique, l'utilisation des commandes numériques pour découper pas mal de choses, pour faire des usinages, c'est en vogue. Ça permet aussi d'être plus efficace parfois dans des chantiers. Donc voilà, il faut pouvoir se former, mais c'est bon de savoir que c'est faisable à tout moment de sa carrière et dans pas mal de filières. Si vous aviez la possibilité, messieurs, de refaire une carrière de zéro dans l'artisanat, sans faire déjà quelque chose que vous avez déjà fait, donc toi, Paul, pas de menuiserie. D'accord. Tu aimerais faire quoi comme métier? J'aime beaucoup la maçonnerie, figurez-vous. Ça, c'était quelque chose que je pense que j'aurais aimé faire. Au moment où j'ai eu mon choix qui s'est porté sur la menuiserie, j'étais entre la maçonnerie et la menuiserie. Donc potentiellement la maçonnerie. Oui. Ok, et toi, Romuald, on te verrait artisan quoi? Si vraiment je devais recommencer aujourd'hui, je ne sais pas si ça rejoindrait peut-être le métier de Paul par certains aspects, mais j'aurais travaillé quelque chose dans le domaine des eaux et forêts. D'accord. Voilà. Ok, bon bah écoute, on ne sait jamais ce qui se passera. On ne sait jamais, oui, non, bien évidemment. Mais pour l'instant, il n'est pas prévu que tu bouges. Pour Si on a besoin, on peut te retrouver au CFA de Meaux. Vous pouvez me retrouver au CFA. Alors, admettons que quelqu'un veuille se lancer dans l'artisanat. Est-ce que vous avez peut-être un conseil à leur donner pour que ça se passe bien et pour vérifier que c'est vraiment la voie qui leur correspond, Romuald? Alors, on a mis en place, moi je l'ai préservé dans mon établissement, j'ai tous les ans un peu plus d'une centaine de jeunes collégiens qui sont en troisième et qui sont donc face à leur avenir, devant effectuer un choix de poursuite d'études ou de se lancer dans une carrière professionnelle. J'invite ces jeunes à venir passer 1 à 3 journées sur nos plateaux et donc d'être au contact. Parce que un peu ce que Paul avait fait finalement, de tester des matériaux, des expliquer pratiques. que quelqu'un qui a 50 ans, qui explique à un jeune de 16 ans ce qu'est la boulangerie, ça n'a pas de sens. Par contre, qu'un jeune de 16 ans qui est actuellement apprenti, qui l'accompagne, un jeune du collège qui vient passer une journée avec lui dans nos laboratoires en lui expliquant ce qu'est le métier de boulangerie, je peux vous assurer que le discours n'est pas le même et que le courant passe largement mieux.
C'est une bonne démarche, ouais. Voilà. Donc, on accueille tous les ans une centaine de jeunes que je retrouve par la suite en contrat d'apprentissage ou pas, parce que c'est aussi... Mais des fois, ils vont en parler à un copain qui a des Bien sûr. appétences pour certaines choses. Ils vont dire, tu devrais aller voir, c'est peut-être ça qui te va. Mais c'est ce qui fait aussi la qualité de notre organisme de formation, à la fois y compris sur la prestation, je dirais que nos professeurs délivrent au quotidien auprès de ces jeunes publics. On est beaucoup sur du bouche à oreille. J'ai aujourd'hui, moi, la chance de travailler avec des enfants d'apprentis que j'ai eus, ou des chefs d'entreprise que j'ai eus comme apprentis, et qui, quelque part, véhiculent l'image et la qualité de prestation qu'on délivre et l'accompagnement qu'on propose. Et toi, Paul, du coup, un conseil, une recommandation pour ceux qui hésiteraient à se lancer dans la voie de l'artisanat ? Franchement, je rejoins à 100% Emmanuel, c'est de faire le plus de stages. Essayer de faire des stages, justement, chez des artisans pour venir, en fait, se rendre compte que ok, Notre-Dame, elle est belle à regarder, mais en fait, ce qui est encore plus beau, c'est de la fabriquer. Donc, du coup... C'est comme un puzzle géant. Voilà, non, mais c'est un peu ça, en réalité. C'est préparer, donc du coup, comprendre que même les journées, c'est pas platonique. On est tout le temps en train de bouger à droite, à gauche, jamais répéter les mêmes actions. Donc, du coup, c'est super. Et c'est ça, en fait, qui, pour moi et pour plein d'autres personnes, on donne la motivation après de continuer et de se lancer dans un apprentissage. Ouais, puis c'est vrai que des fois, il y a des gens qui veulent juste avoir un métier rythmé, mais s'épanouir dedans. Puis d'autres aussi qui sont assez intéressés par l'esprit compétitif. Des fois, il y a aussi des concours qui sont ouverts aux apprentis. On connaît le concours des meilleurs apprentis de France. Ça leur permet aussi de se distinguer, d'être valorisés par leur travail. Donc voilà, il faut qu'ils puissent avoir aussi en tête que ça peut être aussi une façon s'ils aiment la compétition dans le sport, d'avoir aussi une compétition dans leur métier. Et on le rappelle du coup pour ceux qui sont aussi intéressés, il y a le concours des meilleurs artisans de France qui met à l'honneur justement les artisans de France. Donc il ne faut pas hésiter à s'inscrire si des fois il y en a parmi vous qui sont intéressés. On vous invite à vous abonner évidemment pour ne pas manquer les prochains épisodes du podcast. Et puis on vous dit à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci messieurs, au revoir. Au revoir.